Merci, bonjour à tous. Donc en effet, je travaille dans la division technique de chez Orange, donc une des 11 divisions. Euh, Vous venez de le dire, nous avons 66 000 salariés en France. Dans la division dans laquelle je travaille, il y a près de 1000 salariés. C'est une division qui a en charge de déployer le réseau et les infrastructures réseau sur le territoire Normandie et Centre-Val de Loire. Donc, en quoi ça consiste? Je vous ai mis des illustrations à droite pour mieux comprendre l'activité et les risques auxquels sont exposés nos salariés, pour qu'on puisse ensuite parler des accidents et de la méthode pour les analyser. Donc, vous voyez, ça consiste à déployer du réseau en bordure de voirie, donc ça peut être en chambre souterraine, comme l'image du bas, ou en aérien, avec l'implantation de réseaux sur des poteaux en bordure de voirie, ou même des antennes téléphoniques pour permettre à vos portables, à nos portables d'ailleurs, de communiquer partout en France. Et on travaille à des hauteurs entre 20 et 60 mètres où on a des risques quand même assez importants liés à la sécurité de l'intervention. Sur le territoire Normandie-Centre, donc nous sommes 7 personnes. Nous avons un manager d'équipe, 4 préventeurs dont je fais partie et 2 chargés de sécurité pour encadrer les équipes et assurer leur sécurité. Notre communauté est animée au niveau national par 2 directions. Une direction de la qualité de vie au travail qui va s'occuper de l'animation plutôt du système de management, donc en partie de l'analyse d'accidents dont je vais vous parler aujourd'hui, et une autre direction qui s'appelle la direction de la sécurité et du réseau, qui elle va nous donner les moyens de protéger nos salariés avec des moyens techniques, organisationnels et humains pour implanter le réseau. Donc, quelques chiffres sur l'accidentologie, donc le sujet du jour. Nous avons, sur les 66 000 salariés en France en 2024, eu 750 accidents à peu près sur Orange en France, dont 33 à l'unité technique Normandie-Centre dans laquelle je travaille. Et ces 33 accidents ont fait l'objet de 14 arbres des causes, et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Le traitement de l'accidentologie, il est intégré dans notre système de management. Il va se faire selon 2 temps. Le premier temps, on va dire le temps immédiat, je vais dire la gestion plutôt administrative de l'accident, où on va avoir différentes parties prenantes qui sont les ressources humaines pour tracer l'accident et le déclarer, le manager de la victime qui va accompagner la victime de manière immédiate, le préventeur et le médecin du travail. Une fois que cette gestion immédiate et administrative a été prise en compte, on a un deuxième temps, celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le temps de l'analyse. Donc, ce temps d'analyse, on va l'appeler groupe d'analyse pluridisciplinaire chez nous. Il va y avoir différentes parties prenantes pour cette analyse. Nous avons le service de prévention et de santé au travail. C'est un service de prévention qui est interne Orange. Donc avec médecin du travail, infirmière, assistante sociale, psychologue du travail, tous les acteurs médico-sociaux existants. Nous avons également en partie prenante les représentants du CSE, généralement mandatés en C2SCT, le manager de la victime elle-même bien évidemment, les éventuels témoins, je les ai mis entre parenthèses parce qu'il n'y a pas toujours des témoins d'un accident, mais quand ils sont présents, il peut être pertinent de les inviter, le préventeur et toute autre partie prenante. Pour réaliser cette analyse, nous avons une trame nationale d'analyse des événements accidentels. Cette trame, elle a été harmonisée il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2-3 ans. Quel est l'intérêt d'avoir harmonisé cette trame? C'est de pouvoir traiter les données de manière nationale, de pouvoir capitaliser sur les accidents qui vont se passer partout sur le territoire et ne pas attendre qu'un accident arrive sur notre région pour pouvoir s'en prémunir. On cherche à anticiper la prévention. C'est quand même l'objectif quand on fait de la prévention des risques, de pouvoir anticiper les risques et éviter les accidents. Et en plus, on va globaliser ces données, ce qui va nous permettre d'imaginer des mesures de prévention à l'échelle nationale et avec une force de frappe beaucoup plus importante quand on a des investissements à faire pour pouvoir les mettre en œuvre, ces mesures de prévention. Alors pour établir le diagnostic, on l'a dit, il y a un groupe d'analyse pluridisciplinaire. Ce groupe d'analyse, il est animé par le préventeur. Comment opérationnellement ça se passe? Le préventeur se rapproche du manager de la victime, qui a une vision aussi du planning de la victime elle-même, pour déterminer une date d'analyse en fonction des contraintes du service. Une fois que cette date a été retenue par ces 3 parties, nous allons pouvoir proposer une date de participation au service de prévention et de santé au travail, aux représentants du CSE, aux éventuels témoins et toute autre partie prenante.
le jour J, nous allons réaliser le recueil des faits à travers la trame commune en 6 étapes. La première étape va viser à faire le recueil des faits le plus possible sur le lieu de l'accident, avec la reconstitution de la situation. Alors on va éviter à tout prix le suraccident, bien évidemment. Hein. On essaie d'illustrer au plus près l'accident pour avoir les faits et les faits les plus précis possibles. Pour compléter ce recueil des faits avec la mise en situation, en étape 2, on va utiliser la méthode appelée Itamami, où on va s'intéresser à l'individu, c'est-à-dire sa formation, l'expérience qu'il a dans le métier, la tâche qu'il réalisait au moment de l'activité, donc l'activité en elle-même, le matériel utilisé lors de l'activité, et enfin dans quel milieu, l'environnement dans lequel il travaillait, qui peut avoir aussi générer des causes de l'accident. La troisième étape, celle que je vais détailler dans les slides suivants et que je vais illustrer par un exemple, c'est l'arbre des causes, qui va nous permettre de remonter jusqu'aux causes les plus profondes de l'accident pour pouvoir agir en prévention primaire. L'étape 4 va viser à faire des préconisations, donc le groupe pluridisciplinaire, en commun, on va proposer des préconisations d'action qui vont, étape 5, aller jusqu'à la direction, et la direction va établir un plan d'action retenu avec un porteur et des délais pour pouvoir mettre en œuvre ces préconisations. Et enfin, l'étape 6, c'est la mise à jour du système de management de la santé et de la sécurité au travail en fonction des actions qui sont retenues, plus ou moins impactantes, qui peuvent impacter le document unique ou notre papier pacte, par exemple. Donc l'arbre des causes, ça va nous permettre d'orienter nos décisions en prévention. Je vous l'ai dit, l'analyse, elle est animée par le préventeur. Elle va permettre d'identifier des facteurs d'accident menant jusqu'à la cause racine. Donc, c'est une représentation graphique hein, avec un enchaînement logique des événements qui vont conduire au dommage. On va pouvoir visuellement distinguer les faits, les événements, le fait qu'ils soient habituels ou inhabituels. Et d'ailleurs, ça je peux tout de suite faire une parenthèse là-dessus, si un événement si un élément habituel à générer un accident, on peut se poser la question de l'organisation du travail parce que ça veut dire que ça va se reproduire si c'est quelque chose d'habituel. Donc c'est à ça que ça sert de pouvoir identifier déjà visuellement si c'est habituel ou inhabituel. Ensuite, la construction de l'arbre des causes, on l'a fait le jour J en partant de l'événement indésirable. C'est-à-dire qu'en fait, on va se poser le questionnement à l'envers. Qu'est-ce qui s'est passé? Le salarié s'est blessé et on va se poser la question, pourquoi? Quelles étaient les conditions nécessaires et suffisantes pour que ça se produise? Est-ce qu'il s'est blessé et que cette condition suffisait ou il a fallu 2, 3 ou 4 conditions pour que l'événement se produise? Ça va nous permettre de générer des ramifications qui vont nous faire remonter jusqu'aux causes racines. Ces causes racines, on va les identifier. En tout cas, on va identifier les causes racines sur lesquelles nous souhaitons travailler en pluridisciplinarité par des lettres A, B, C, D, E, F, autant de causes qu'on souhaite travailler en pluridisciplinarité. Et en face, on va mettre nos préconisations. Alors, l'arbre des causes, exemple que je vous propose, c'est celui-ci. Donc, on va partir de la droite, hein, comme je vous l'ai dit. Le salarié a subi une déchirure musculaire à l'épaule droite. Et on se pose la question, pourquoi? Quelles étaient les conditions nécessaires et suffisantes pour que ça se produise? Il a fallu que le salarié fasse un effort physique intense et répété. Mais ça n'a pas suffi. Il a fallu aussi que l'épaule droite du salarié soit déjà fragilisée lors d'une précédente intervention. Et enfin, la troisième condition nécessaire et suffisante, c'est qu'il utilise un matériel qui s'appelle un marteau à plaque pour ouvrir la plaque de chambre sur chaussée. Et ces trois effets combinés ont généré la déchirure musculaire. Et ensuite, on repart, branche par branche, en se posant la question du pourquoi. Un effort physique intense et répété, pourquoi? Parce que le salarié devait ouvrir 5 chambres télécom consécutives. Pourquoi il devait ouvrir ces 5 chambres consécutives? Parce qu'il devait identifier l'ampleur des dégâts sur le réseau. Pourquoi il devait identifier l'ampleur des dégâts sur le réseau? Parce qu'il intervenait dans le cadre d'une expertise à la suite d'un vol de câble. Alors oui, je ne sais pas si vous le savez, mais les réseaux ADSL de l'époque sont en cuivre, donc c'est un matériau précieux et malheureusement de temps en temps sujet à des vols. On va passer sur la deuxième ligne. L'épaule droite déjà fragilisée lors de la précédente intervention. Pourquoi? Parce que le salarié avait utilisé une corde pour remonter une plaque de chambre télécom d'un fossé. Quelque chose qui n'est pas commun chez nous. Alors, pourquoi la plaque de chambre était dans le fossé? Parce que la plaque de chambre télécom avait été jetée dans le fossé par des voleurs et elle devait être réinstallée. Et pourquoi elle devait être installée par le technicien? Parce qu'il intervenait dans le cadre d'une expertise à la suite d'un vol de câble.
ici, par hasard, on remonte sur la même cause racine, ce n'est pas toujours le cas, mais là, voilà, on identifie bien qu'il y a une cause racine. Si on ne sait pas voler le câble, déjà les 2 premières branches, on peut les faire disparaître. Là, on l'a identifié, on a mis un A dessus avec le groupe pluridisciplinaire, et on s'est dit, il va falloir qu'on mette une préconisation dessus pour que l'employeur lutte contre ce vol de câble et supprimer ces 2 branches de l'arbre. Et enfin, la 3e branche, utilisation d'un marteau à plaque pour l'ouverture des plaques de chambre. Pourquoi on utilise cet outil plutôt qu'un autre? Parce que c'est l'outil qui est utilisé historiquement par tous les techniciens télécoms. La mise en œuvre, pourquoi c'est historiquement utilisé, parce que la mise en œuvre est facile et rapide. On prend le marteau à plaque dans le véhicule, on vient ouvrir la plaque. On n'a pas besoin de mettre d'autres pays que celui qui le porte déjà, chaussures de sécurité, gilet de visibilité, gants et casques. Et l'autre raison du pourquoi, c'est que les autres outils d'aide à la manutention qui sont peut-être plus efficaces pour ne pas porter toute la charge par l'utilisateur, ils ne sont pas disponibles directement dans le camion, en tout cas à l'époque. Ils étaient disponibles en collectif et à prendre au dépôt le matin. Donc ça nécessitait que le technicien anticipe le fait qu'il allait devoir ouvrir plusieurs plaques télécom dans la journée. Donc là, on a identifié aussi une autre cause racine sur laquelle on avait envie de travailler. Donc on a mis un B. Et puis finalement, en pluridisciplinarité, on s'est dit, bon, nous, en première intention, bien sûr, on veut lutter contre le vol de câble. Mais là, on a quand même une manière assez atypique de sortir une plaque de chambre d'un fossé. C'est quelque chose qu'on n'avait pas anticipé avant. On va se dire, même si ce n'est pas une cause racine, on n'a pas envie que ça se reproduise. Si jamais on se retrouve dans cette situation, on va quand même travailler sur cette cause-là. Donc on va l'identifier avec un C et on va proposer une préconisation derrière. Donc vous l'avez vu, l'arbre des causes, ça nous a permis d'identifier différentes causes à différents niveaux. On les a taguées A, B, C. Le groupe pluridisciplinaire propose des préconisations d'amélioration pour la direction. Ensuite, opérationnellement, comment ça se passe? Lors d'une réunion prévention hebdomadaire constituée avec l'équipe prévention et le référent du système de management de l'unité qui a été nommé et qui est mandaté par le directeur, on va sélectionner les préconisations, formaliser des actions et nommer un porteur et un délai pour réaliser ces actions. Ensuite, qu'est-ce qu'on en fait de ces actions? On va les intégrer dans le système de management pour les plus significatives. Donc, on se pose la question, est-ce qu'une mise à jour du document unique est nécessaire dans ce cadre-là, ou est-ce que ce risque et cette phase d'activité avaient déjà bien été identifiés? Est-ce qu'il faut faire évoluer notre conformité réglementaire? Est-ce qu'on intègre cette action qui est significative dans notre programme de management pour pouvoir la suivre? Et c'est comme ça qu'on va faire évoluer le système en boucle d'amélioration continue. Le suivi des actions est assuré donc, dans le programme annuel pour les plus significatifs et pour les autres qui sont des actions plus locales. Et je l'ai entendu dans la journée, effectivement, c'est l'équipe prévention qui va prendre le suivi de ces actions plus locales dans un tableau récapitulatif de l'accidentologie. Alors pour terminer, je vous propose un petit récapitulatif des freins et des bénéfices de cette action. On va commencer par les freins. Concernant les acteurs pluridisciplinaires, on le sait, plus il y a de monde autour de la table avec des compétences différentes, plus c'est pertinent. Mais ce n'est pas toujours évident d'avoir tout le monde disponible à la date qui a été choisie par le manager en fonction des contraintes opérationnelles. Donc on se donne chez Orange une contrainte, il faut prévenir au minimum 72 heures à l'avance de la date d'accident. Mais voilà, ça va pas suffire pour avoir l'exhaustivité de tous les acteurs en permanence à tous les analyses d'accident. C'est-à-dire que là, on est sur une première limite. Deuxième limite, on souhaite faire l'analyse au plus près de l'accident et avec la victime, parce que c'est la victime qui est le plus à même de nous parler de ce qui s'est passé et des faits et de la situation réelle de travail. Cependant, une victime peut être arrêtée et la durée de l'arrêt peut être un peu plus longue. Et des fois, on est obligé soit de le faire avant son retour, parce qu'on a besoin d'avancer et de prévenir ce risque-là pour les autres, soit d'attendre une semaine ou deux le retour de la victime pour pouvoir faire l'analyse. Troisième frein, difficulté à évaluer l'impact des mesures retenues. Effectivement, chaque accident a un contexte différent et ce n'est pas parce qu'on a pris une mauvaise mesure de prévention sur l'accident précédent que celui-ci s'est produit. Et ce n'est pas facile de se dire est-ce qu'on aurait pu faire autrement pour éviter le suivant, ou est-ce que c'est contextuel en fait lié à une situation atypique ce coup-ci. Et enfin, le temps imparti pour mettre en œuvre la démarche. On voit qu'il y a beaucoup de monde, ça mobilise beaucoup de ressources, on a tous une charge de travail. Ce n'est pas toujours évident de trouver le temps pour pouvoir faire 100% des analyses d'accidents, de cette manière en tout cas. Et les points positifs, on va sensibiliser les victimes, les salariés victimes d'un accident en montrant tout l'intérêt que porte l'employeur à sa santé et sa sécurité, et la mobilisation d'ailleurs des acteurs qu'il y a derrière au niveau de l'entreprise pour chercher à se prémunir
de ce genre d'événement. Ça va impliquer, ça c'est important aussi, directement la ligne managériale, parce que le manager est systématiquement là lors des analyses, donc il prend les informations de bout en bout, et il est beaucoup plus à même derrière d'aller diffuser cette information dans son équipe et dans son collectif proche pour éviter que ce genre de situation se reproduise dans son équipe. Ensuite, on l'a vu, ça permet d'identifier des situations accidentogènes à différents niveaux, racines ou non, pour lutter contre ces accidents. Et enfin, ça va impliquer et mettre au même niveau d'information tous les acteurs, parce que le service de prévention et de santé au travail a besoin aussi de ces informations pour pouvoir travailler en individuel lors des visites périodiques. Et on a aussi les mandatés du personnel avec qui on a besoin de travailler et qui nous apportent leur expertise pour pouvoir travailler à la lutte contre ces phénomènes d'accidents qu'on peut retrouver dans l'entreprise. Donc tout le monde a le même niveau d'information.